je vois dans les années à venir une institution qui a plusieurs siècles d'existence, une institution qui a formé et qui continue à former des cadres moyens, des cadres supérieurs de ce pays. Une institution qui dure avec le temps. Donc, que ce soit Louis-Marie Ndiambou, c'est-à-dire le petit moi là, ou les autres qui vont suivre, nous sommes tous de passage. Chacun doit apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice IUG. Qu'un jour, on parle de l'IUG comme l'université de Harvard, comme tous les autres grandes universités. Donc, il faut qu'on y arrive. Il m'a fait partager sa vision de créer une école supérieure de gestion qui va ressembler à celle que lui il a vue en France. Il avait une grande ambition pour le Cameroun. Il se disait qu'il faut créer un institut, un établissement qui puisse former des jeunes Camerounais. C'était ça sa vision. Et il avait une vision à long terme. Vous voyez, quand quelqu'un commence comme ça, parce que c'était à quoi il louait une maison, je suis sûr que les premiers salaires qu'il nous versait, il prenait de sa poche. Il avait un rêve de faire une institution, j'allais dire exemplaire, qui mettait à son centre la quête et la recherche de l'excellence. C'est l'histoire d'un amoureux du tableau noir appelé à tout changer dans l'enseignement secondaire et supérieur en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun. À 6 ans, il était déjà capable de déchiffrer quelques lettres. Je me rappelle, ils ont lu dans un journal, on avait écrit « Fichez-moi la paix ». Et ça m'a sonné dans la mémoire que ça veut dire quelque chose. À 19 ans, au collège Saint-Jean de Banga, il est courtisé par les frères des écoles chrétiennes. Les frères des écoles chrétiennes, sachant qu'il n'était pas difficile, qu'il n'était pas facile d'entrer en classe de seconde avec le CAP, ont approché Ndiambou compte tenu de sa capacité intellectuelle et lui ont proposé de signer un engagement décennal afin de leur permettre de lui chercher des voies et moyens pour qu'il continue les études. À 22 ans, il décroche son baccalauréat G2 au lycée technique de Douala-Koumassi. Louis-Marie et moi, nous étions au lycée. Nous sommes condisciples au lycée technique de Douala. Et nous étions pratiquement dans les mêmes années, de la classe de première à la seconde en terminale. C'est un frère. Bon, il y a des relations... Très peu de relations sont aussi longues, puisque nous étions au lycée dans les années 70. Et nous sommes partis, moi en Europe, lui aussi, presque au même moment. Toujours dans les années 70, à la quête d'une formation de qualité, il s'envole pour la France, où il obtiendra son diplôme d'expert comptable à l'Institut national des techniques économiques et comptables, institut qui fait partie du Conservatoire national des arts et métiers, établissement public sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le mari était plutôt un studieux. Je sais qu'il était félicité. En 1985, après un parcours appréciable en France, il revient s'installer au Cameroun et commence à dispenser les cours au centre universitaire de Douala. Il s'est comporté très bien, c'était un très bon enseignant parce que moi j'étais chargé responsable pédagogique. Donc je savais bien quel est celui qui faisait bien son travail et celui qui ne faisait pas bien son travail. Il était cet enseignant méticuleux qui a le souci du détail, rigoureux, exigeant. Il avait encore l'esprit de la France là. Quand on dit 7 heures, il est là. Quand on dit 4 heures de cours, ce n'est pas 4 heures en classe. Il faisait 4 heures de cours. En 1990, il crée son cabinet d'experts comptables baptisé ACF, Audit Conseil Formation. L'année suivante, il met sur pied sa première école. Il a commencé par Saint-Louis. C'est moi-même qui ai mis le nom. Quand on va dire, je dis Institut Saint-Louis. C'est moi mon camp qui ai mis. Il m'a demandé. Parce qu'on lui disait chaque fois, faisons en sorte que Saint-Louis ressemble à Banga, à Saint-Jean de Banga. Mettons la rigueur qu'on avait à Saint-Jean de Banga. On va perdre quelques élèves,
On va perdre quelques élèves, mais tant pis. Ceux qui viendront seront de bons élèves. Vous allez voir que le collège va avoir une renommée. 1993, il crée l'École supérieure de gestion qui deviendra en 2011 l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. La lecture que nous avons faite de son projet, c'est qu'il voulait absolument transmettre la connaissance qu'il avait. Tous les projets sont dans l'école pour aider les gens, aider les enfants. Je lui avais même dit. En 2016, l'Institut piloté par Louis-Marin Ndiambo est classé première université privée au Cameroun par le célèbre magazine Forbes, la reconnaissance d'un travail de longue haleine. Et c'est ça qui était formidable chez le patron. C'est-à-dire que ne jamais accepter de se reposer. C'est au moment que vous pensez que les choses sont... Le fruit est mûr. Vous pensez que monsieur le président pourrait vous reposer. Il dit que c'est maintenant que le travail commence. Et il était un grand rassembleur, un conciliateur, un conseiller. Il était toujours celui-là qui voulait que tout se fasse toujours dans l'harmonie, dans la convivialité, et également que les fils et filles soient moins divisés, soient toujours très unis. Il a œuvré énormément pour l'éducation des jeunes de la localité. Papa Ndiambo était un papa, parce que grâce à lui, j'envoie mes enfants à l'école. Grâce à lui, je mange chez moi. Collaborateurs, amis, anciens collègues, anciens camarades de classe et connaissances ont tous accepté de s'ouvrir et de parler pour la première fois de cet homme sorti de l'ordinaire pour réaliser l'extraordinaire. Donc ça a été quelqu'un qui a été disponible, ouvert, prêt à accompagner, prêt à motiver, prêt à donner les moyens pour que les jeunes soient qualitativement formés et qu'ils aient de bonnes bases. Il ne montrait pas que c'était lui le patron de l'Institut. Il nous faisait croire à nous tous que cet établissement, cet institut vous appartient à vous là, vous appartient à nous tous. J'étais un monsieur qui savait te respecter quand tu le respectais aussi, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un à qui on pouvait obtenir auprès de lui quelques conseils que ce soit, surtout de manière professionnelle, parce qu'il était constamment sur le terrain. Plongé dans les secrets d'un homme multidimensionnel appelé Louis-Marin Ndiambo. 12 avril 1953, ciel bleu à Banka, localité située dans le département du Ouakam, région de l'Ouest Cameroun. Un futur bâtisseur vient de pousser son premier cri. Il est le troisième né d'une famille de 5 enfants. Louis-Marin Ndiambo, c'était le troisième né de ma mère. J'étais le premier, il y avait une derrière moi et il y avait lui. C'est moi qui le berçais. Je berçais aussi ma petite soeur. J'avais bercé ma petite soeur et je le berçais ensuite. En 1955, alors qu'il n'avait que 2 ans, l'histoire du Cameroun commence à s'écrire de plus en plus en noir. Avec la réclamation de l'indépendance engagée quelques années plus tôt par l'Union des populations du Cameroun, une série d'affrontements va opposer les militants de cette formation politique organisée en groupe de combat à leurs adversaires politiques locaux et aux forces de l'ordre, événement qui marque l'irruption de la violence dans la vie politique camerounaise et le début de la violence qui sera appelée la guerre du Cameroun. Ce mouvement est brutalement réprimandé par le pouvoir colonial de l'époque. Le parti est dissous par un décret en date du 13 juillet 1955 et ses dirigeants contraints à l'exil. La formation politique va entrer dans la clandestinité et les conséquences vont être énormes. On a même fermé l'école. En 55, on a fermé pendant presque tout un an ou un an quelque. Je ne peux pas juger, je ne peux pas me rappeler. Mais on avait fermé toutes les écoles, même presque l'hôpital. Puis on avait incendié une partie d'hôpital pendant la guerre. Même un prêtre, on avait assassiné là-bas pendant la guerre. Cette guerre aura des conséquences désastreuses. Ses parents qui étaient à la base pauvres vont être encore plus ruinés. Conséquence, Louis-Marin Ndiambo et ses frères auront une enfance et une scolarisation difficile. Il n'avait pas,
Ce n'est pas qu'ils étaient incapables, ils étaient matériellement incapables. Ce n'était pas de leur faute. Ils avaient la volonté. La mère était même une malade. Pas malade, ils ont souffert beaucoup eux-mêmes. Malgré cette guerre qui berce l'enfance de Louis-Marie Ndiambo, il montrera très tôt le visage du génie qu'il incarnait. Et il savait déjà lire un morceau dans Fiche-moi la paix, dans un truc de caricature. Je ne m'attendais pas. Ils montaient sur moi, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Il avait son frère consanguin qui était avec lui, même âge, presque. Donc quand ils ont lu ça, j'ai regardé et j'ai vu que c'est très bien dit. Alors que moi-même, je n'étais pas encore à ça. Bon, maintenant, j'ai compris. Je suis reparti du village en 59 avec l'acte de naissance pour venir entrer au cours moyen 2. Et eux, ils sont restés fréquentés là-bas jusqu'à obtenir le CEP. Après son cursus primaire dans cette école couronnée d'un certificat d'études primaires élémentaires, il traverse les eaux du Nkam pour s'installer à Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral où il s'inscrit en classe de 6e au collège Saint-Jean. Au collège Saint-Jean de Mbanga, nous avons noué une sorte de relation qui est passée du frère à ami. Et pour tout vous dire, parlant de M. Ndiambo, M. Ndiambo avait une capacité intellectuelle. Peut-être avait-il eu cette ouverture-là, juste à l'entrée du secondaire, parce qu'à l'école primaire, nous avons tous trimé ensemble. Mais quand il est entré au secondaire, vraiment, M. Ndiambo était une des références du collège quand il fallait parler des lauréats. Je me rappelle quand il est rentré en Mbanga, je me trouvais à Edea. J'ai écrit donc au frère directeur de Saint-Jean de Mbanga, puisqu'il était entré en Mbanga avec le CEP. Et j'ai écrit au frère, il s'appelait Camille Dugré, directeur de l'école Saint-Jean de Mbanga, du collège Saint-Jean de Mbanga. Je lui ai écrit pour demander comment il se comporte et s'il est parmi machin. Je lui ai même demandé des excuses, peut-être je fais mal en vous demandant qu'il m'excuse, machin. Je me rappelle de la phrase du frère, votre procédé est très bon, je ne peux que vous louer. Frère Camille Dugré, directeur de l'école Saint-Jean. Il m'a dit donc qu'il ne peut qu'apprécier que Louis-Marie et que c'était un des meilleurs élèves. Émus par l'intelligence du jeune prodige, les frères des écoles chrétiennes vont rapidement lui formuler une offre. Monsieur Ndiambo, compte tenu de cette qualité-là, avait été approché à un moment, puisqu'à cette époque, il n'était pas possible, il n'était pas facile, enfin il n'était même pas possible au Cameroun d'entrer en classe de seconde avec un CAP. Alors, après le CAP, il fallait aller travailler tout simplement. Monsieur Ndiambo étant sorti en 1972, il devait sortir en 1972, et les frères des écoles chrétiennes, sachant qu'il n'était pas difficile, qu'il n'était pas facile d'entrer en classe de seconde avec le CAP, ont approché Ndiambo, compte tenu de sa capacité intellectuelle, et lui ont proposé de signer un engagement décennal afin de leur permettre de lui chercher des voies et moyens pour qu'il continue les études. Ainsi donc, quand il viendra travailler pendant 10 ans au Collège Saint-Jean avant de se libérer. Rattaché aux valeurs amicales, Louis-Marie Ndiambo ira faire part de cette proposition à ses amis qui vont le décourager. Quand il est arrivé au quartier, quand il nous a posé la question, on lui a dit non. Vraiment, revenir ici, là, en Mbanga, dans la boue, ici, effectivement, notre réponse n'était pas une réponse vraiment calée sur un projet. Mais c'était tout simplement qu'il ne fallait plus revenir en Mbanga, dans cette vie de misère où nous étions, etc. Mais seulement, il nous a écoutés. Et par après, il est allé dénoncer cette proposition.
Après avoir renoncé à cette offre, il se mettra à fond dans ses études pour décrocher en 1972 son CAP, certificat d'aptitude professionnelle, ce qui lui servira de sésame pour rejoindre Douala, la capitale économique du Cameroun. Lorsque je suis revenu en ville, moi aussi en 1973, M. Ndiambou était arrivé ici et a trouvé, compte tenu de sa capacité intellectuelle, et a trouvé bon d'aller se faire inscrire au Collège des Nations à l'enseignement général avec un CAP en seconde afin de chercher moyen de continuer ses études. Il y avait une loi qui existait qu'avec le CAP, on n'entre pas en seconde. J'ai négocié pour qu'il aille se mettre dans l'angle. J'ai dit qu'on ne lui mette pas une place dont il n'entre pas en seconde, on le laisse debout à l'angle, sauf qu'il ait seulement l'autorisation de voir ce qu'ils font. On a accepté comme ça. Après un bref passage au Collège des Nations, il déposera par la suite ses valises au lycée technique Douala-Koumassi. Lui-Marie et moi, nous étions au lycée. Nous sommes condisciples au lycée technique de Douala. Et nous étions pratiquement dans les mêmes années. C'était un homme très discret, aussi différent que nous paraîtions, parce que je donnais l'apparence de la surproductivité et lui toujours discret, mais nous avions beaucoup de convictions que nous partageons ensemble, d'avoir une très grande amitié, très grand respect, l'admiration l'un pour l'autre. Le baccalauréat G2 obtenu à Douala-Koumassi une fois en poche, il commencera à offrir ses services à AFCA, entendez, Association pour la formation des cadres d'entreprise et d'administration. Il faisait l'animation là-bas en préparant maintenant le cours par correspondance. Il dormait à 2 h du matin, je rentrais du travail, il était en train d'étudier. Je me lève à 5 h, il est en train d'étudier. Il donnait le cours à AFCA et il faisait le cours par correspondance chez Intec. Donc il a fait ça jusqu'à passer le certificat d'études comptables. Il avait déjà le G2, le bas G2, qui lui valait déjà un certificat. Il ne lui restait que 2 certificats. Donc certificat d'études juridiques et certificat d'études économiques. Il a donc passé les 2 certificats-là qu'il a ajouté à son certificat d'études comptables qui était un anti par rapport au bas G2. Ça lui vaut le grade de expert comptable, quoi là. Il entre en de second cycle. C'est là qu'il part maintenant à Paris. Dans la capitale française, où il intègre le Conservatoire national des arts et métiers, le natif de Banka va garder le même rythme qu'au Cameroun, assiduité au travail. Nous sommes partis, moi en Europe, lui aussi, presque au même moment. Oh, le mari était plutôt un studieux, il sortait rarement. Quand nous étions ensemble, il distribuait ses sourires avec nos souvenirs. Et pour vous assurer que son apparence était trompeur, parce que quand il se retrouvait dans l'intimité avec ceux avec qui il a partagé la jeunesse, il se lâchait. Et il était libre de propos. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour les autres, ne se mêlait pas beaucoup des affaires des autres. Mais en même temps, il était très fidèle à l'amitié. Il faut citer d'autres qui le voyaient autant, sinon plus que moi, puisque mes activités de banquier m'amenaient à voyager énormément. Et chaque fois que je revenais, même quand il allait un moment à Lyon où il voyageait, nous ne perdons pas l'occasion de rester ensemble. Et on avait quelque chose d'extraordinaire. C'est maintenant qu'on entend les jeunes dire tel est Bamléké, tel est Bassa. C'est lui et moi, nous avions une seule race. C'est les Camerounais et puis les gens qui aiment la vie et qui respectent la vérité. Oh, je sais qu'il était félicité. Puisque quand les Noirs, quand il a fait le stage de révision supérieure, de certificat supérieur de révision comptable et économique, quand il a fini, il fallait faire un stage. Et le stage, c'est 2 ans dans le gouvernement. Non, le stage, c'est 2 ans.
Mais il a fait 1 an au ministère des Finances. En France, on dit que la loi là-bas était que les Noirs ne pouvaient faire qu'1 an. Mais il a eu la chance qu'on lui autorise 1 autre an. Donc il a fait 2 ans au ministère des Finances. L'épopée française sera couronnée de beaucoup de succès. Louis-Marie Ndiambo gagne de plus en plus en expérience dans le domaine de l'expertise comptable. De 1980 à 1984, il intègre la compagnie française de révision où il sera tour à tour stagiaire, assistant, collaborateur, chef d'équipe et expert comptable. C'est sous la bannière de ce cabinet, fusionné aujourd'hui dans Price Waterhouse, que Louis-Marie Ndiambo avait été envoyé en mission en 1982 au Tchad pour faire l'audit des avoirs français après le coup d'État orchestré par Hissène Habré, chef des forces armées du Nord, pour renverser Goukhini Ouédaï. Étant à la compagnie française de révision, Louis-Marie Ndiambo n'oubliera pas ses premiers amours, l'enseignement. Il sera entre 1983 et 1984 moniteur de cours à l'université de Paris-Dauphine. Son talent dans tous les domaines où il passe ne laisse personne indifférent. Des structures se positionnent pour s'offrir le jeune expert comptable. Je me rends compte qu'il a toujours su ce qu'il avait envie de faire. Il pouvait être directeur financier d'une entreprise et tout. Il a préféré être son indépendance. Voilà, c'est un homme qui aimait le risque. On lui a fait la proposition. Comme il était honnête et gentil, sinon honnête à mon égard, il m'a dit, pour venir être responsable du groupe CFAO en Afrique centrale, avec un salaire de 1 450 000. Patient et méthodique, Louis-Marie Ndiambo ne se laisse pas griser par l'offre de cette structure. Il va faire part de cette proposition à son frère aîné qui lui proposera des pistes de réflexion qui changeront le cours des choses. En ce temps-là, les étudiants de l'Université de Paris venaient de gréver et le premier ministre français, en ce temps-là, il s'appelait Georges Pompidou, je crois. Il a dit que le gouvernement français n'est pas celui des étudiants. Bon, j'ai gardé. Les autres ont grévé aussi à Yaoundé, au temps d'Aïdjo. Aïdjo aussi a dit l'ordre régnera à l'université de Yaoundé par tous les moyens. J'ai aussi gardé. Quand il m'a fait sa proposition, j'ai dit, mais quand les universitaires grèvent là, les chefs d'État craignent. Ça veut dire que les universitaires sont grands, non? Il dit oui. Je dis, mais si l'université est grand, ça veut dire que son professeur est très grand. Il dit oui. Je lui dis, mais au lieu d'aller enseigner à l'université pour être très grand, tu vas faire quoi avec l'argent? Va enseigner à l'université et tu es très grand. Le jeune se laissera tenter par une option qu'il jugera opportune, être enseignant d'université. Il se mettra immédiatement au service de la nation camerounaise. C'est depuis la France qu'il va envoyer en 1985 son CV au centre universitaire de Douala, dirigé à cette époque par le professeur Ebenezer Ndiomwele. Quelques mois plus tard, il foule sa terre natale et commence à dispenser les cours à l'université de Douala, au grand plaisir de son frère aîné. Un salaire de 250 000. Puis il me disait, c'est ce qu'il me dit, hein, je vous le dis. J'ai dit, mais avec un logement à Bonapriso et un gardien. Je lui ai dit oui, c'est ce que je voulais. Donc il a commencé comme ça à donner les cours. Pendant ce temps, il donnait les cours parallèles avec les 24, avec les moins de 30 ans, 30 heures par an. Je crois que c'était 24, hein, 24 heures par an. Il avait le temps de donner les cours à l'Université catholique, où il a travaillé avec Monseigneur Dormo pendant longtemps, avant même qu'on mette la première pierre. Donc il donnait quelques cours par là, il donnait les autres à l'ESSEC. Bon, et on lui a donné quelques heures d'audit au Tchad, dans les œuvres catholiques. À l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, où il a dispensé les cours de 1991 à 2000, il occupe successivement les postes de chargé de cours associé, maître de conférences et membre du conseil d'administration à l'Université de Douala, où il a passé 7 ans. De 1985 à 1992, il va occuper les postes d'assistant et chargé de cours. Peu importe la fonction qu'il occupe, ses méthodes de dispensation des cours et son comportement impressionnent ses collègues et les étudiants. Nous étions dans un même bureau et
On a beaucoup sympathisé, mais j'ai trouvé un collègue qui vient de France. À l'époque, on avait le complexe que vous travaillez dans un même bureau avec quelqu'un qui est encore frais, qui vient de rentrer, mais qui est simple, très ouvert, disponible pour discuter avec vous sur n'importe quel sujet. Monsieur Djambou enseignait à l'ESSEC, comme il était expert comptable. Vous savez que l'ESSEC, c'est l'école supérieure des sciences économiques et commerciales. Donc il enseignait là-bas, il faisait partie du staff des enseignants. Et il s'est comporté très bien, c'était un très bon enseignant, parce que moi, j'étais chargé, responsable pédagogique. Donc je savais bien quel est celui qui faisait bien son travail et celui qui ne faisait pas bien son travail. Et c'est là que nous nous sommes connus. Oui, il était cet enseignant méticuleux qui a le souci du détail, rigoureux, exigeant. Il avait encore l'esprit de la France, là. Quand on dit 7 heures, il est là. Quand on dit 4 heures de cours, ce n'est pas 4 heures en classe. Il faisait 4 heures de cours. Très aimé, très apprécié par les étudiants, parce qu'il avait des enseignements, il préparait très bien ce cours, et il était très proche de la méthode active. Les étudiants appréciaient sa façon d'enseigner. Bon, il venait avec la nouvelle école. L'école, quand on dit l'école, il vient de Mbeng. Donc c'est quelqu'un il était propre, correct dans ce qu'il faisait. Et parce que dans ses enseignements, il développait l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Il a montré à ses étudiants qu'on peut quitter la théorie à la pratique. Étant enseignant à l'ESSEC et l'UCAD, l'expert comptable va commencer à poser les jalons de l'entrepreneuriat. En 1990, il crée sa première structure appelée ACF, Audit Conseil Formation. Un an plus tard, il met sur pied sa première école dénommée l'Institut Saint-Louis, basé au quartier PK11 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Le mari, c'était un type qui voulait transmettre la connaissance qu'il avait. Je crois qu'il avait ce souci. Le souci de transmettre toutes les connaissances qu'il avait l'animait. Et je pense que c'était ça l'objectif principal. Il voulait transmettre les connaissances qu'il a. Et c'est ainsi qu'il a créé ça. Il avait un rêve de faire une institution, j'allais dire exemplaire, qui mettait à son centre la quête et la recherche de l'excellence dans la formation des élèves. Il le disait et je ne sais pas comment, moi aussi j'ai cru et je me suis mis à sa suite et on s'est mis à travailler. À vrai dire, je ne voyais pas tout de suite l'étendue, la grandeur de la dimension de ce qu'il prévoyait, mais j'ai cru et puis on a commencé à travailler. C'est au fur et à mesure qu'on avançait que je découvrais l'immensité de l'ambition qu'il avait dans son implication, dans ses initiatives dans l'enseignement privé. Pendant ce temps, il nourrit déjà les ambitions de bâtir une grande école de gestion au Cameroun. Et comme à son habitude, il en parle à son collègue enseignant à l'ESSEC. Il m'a fait partager sa vision de créer une école supérieure de gestion qui va ressembler à celle que lui il a vue en France. Et je lui dis, ah bon? Donc il y a une école comme ça. Il dit, oui, l'école supérieure de gestion en France, mon école, l'école là. Je voudrais que tu participes à sa création. Parce que ça va nous aider demain. N'oublie pas que toi et moi, nous sommes des fonctionnaires et que cette école sera comme notre point de chute. Je dis, ben, à l'époque, je disais, espère, si c'est cela, pourquoi je ne devrais pas te suivre? Et je lui ai parlé comme Simon et Pierre qui avaient suivi Jésus. Il dit, je te suis. On commence en 1993. Il dit, ne t'ennuie pas, il y a le cadre juridique qui est déjà formalisé. On va seulement exploiter pour créer l'école supérieure de gestion.
Je me mets au travail avec lui. Un pied à l'université, un pied à quoi? Au-dessus de CFAO. C'est là où qu'on a commencé. On a acheté les comptes plaqués pour diviser les bureaux là-bas. C'est devenu le salle de classe. Et même son bureau, c'était toujours là-bas. On commence avec 7 étudiants. Dès la mise sur pied, il sollicite les collègues proches pour la dispensation des cours. Quand il a créé l'école supérieure de gestion, c'était à Akwa. Et comme nous étions des collègues, parce que quand vous créez une institution comme ça, vous devez avoir une première équipe avec laquelle vous fonctionnez. Il s'est donc rapproché de moi, il m'a dit, ben, Ogolon, est-ce que tu peux m'aider, tu peux m'épauler, tu peux me prendre mes apprenants dans le cadre du français, ça s'appelait technique d'expression française. Nous étions à Akwa. C'est comme ça qu'il m'a abordé. Et c'est comme ça que nous avons commencé à donner des cours là-bas. Il avait une grande ambition pour le Cameroun. Il se disait qu'il faut créer un institut, un établissement qui puisse former des jeunes Camerounais. C'était ça sa vision. Et il avait une vision à long terme. Vous voyez, quand quelqu'un commence comme ça, parce que c'était à Akwa, il louait une maison, je suis sûr que les premiers salaires qu'il nous versait, il prenait de sa poche. Parce qu'il fallait d'abord louer les locaux très chers, etc. Donc il faut être un visionnaire pour se projeter dans le long terme. Avec les bons résultats enregistrés dans les premières années de la création, cette école commence à avoir une forte réputation et devient ipso facto la destination privilégiée de plusieurs jeunes apprenants camerounais désireux de poursuivre leurs études universitaires. L'effectif qui, allait grandissant, va contraindre Louis-Marie Djambou et son staff à migrer pour s'installer au quartier PK8, juste après le célèbre Carrefour de Koti, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il avait déjà ça dans la tête. C'est sûr qu'il avait déjà ça dans la tête. C'est pour ça qu'il est venu prendre ce campus ici, parce qu'au moment où il prenait ce campus ici, c'était pratiquement la forêt, la broussaille. C'était la broussaille. Personne ne vendait cher, personne ne croyait que ça allait mettre long. Quand il est venu prendre ici, nous-mêmes, nous étions inquiets, nous nous demandions est-ce que ça va réussir. Mais vous voyez le personnage, etc. Un visionnaire. Et aujourd'hui, l'IUIG, c'est la première université privée du Cameroun. Et l'IUIG, je ne sais pas combien d'étudiants, plus de 8000 étudiants, c'est formidable. En 2002, il fonde l'Institut supérieur des technologies avancées, qui est le pôle technologique. En 2010, un nouveau bébé voit le jour. C'est la création de l'Institut supérieur des sciences appliquées. En 2011, les 3 écoles sont regroupées au sein d'un groupe appelé l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, en abrégé IUG. Dès la création de son école, en 1993, l'expert comptable Louis-Marie Djambou se soucie de la formation de ses apprenants et surtout de leur insertion après la formation. Il négociera lui-même les partenariats avec des grandes structures pour l'accompagnement de ses étudiants. Quand Louis-Marie Djambou avait créé son école, son établissement, son université, un jour, il est même rencontré à mon lieu de travail. Il s'est présenté, faisant part de son projet, non pas de son projet, faisant part de son idée de faire une coopération avec mon groupe, tout au moins le groupe qui m'employait, et son école. Et celui qui était venu nous voir à l'époque, comme je voulais vous dire, j'étais le directeur général adjoint du groupe Bolloré au Cameroun, c'est-à-dire qui regroupait plusieurs sociétés de transport maritime et de services de transport aérien. Donc, il avait besoin de moi pour placer ses étudiants. Donc, c'est pour cela qu'on lui a fait part, d'après ce que j'avais appris, qu'il y a un Camerounais qui est un directeur général de groupe Bolloré et qui voudrait prendre contact avec lui pour pouvoir voir un genre de coopération. Bon, je l'ai rencontré, on a discuté. Pour moi, c'était quand même extraordinaire parce que il m'a fait part de son projet, il m'a parlé de son institut. Donc ça a été quelqu'un qui a été disponible, ouvert, prêt à accompagner, prêt à motiver, prêt à donner les moyens pour que les jeunes soient qualitativement formés et qu'ils aient de bonnes bases pour la vie future
les chefs d'entreprise comme moi qui en avaient l'ambition, et puis peut-être pour ceux qui ont embrassé la carrière de l'emploi en tant qu'employé. Chaque année régulièrement, il m'envoyait des étudiants qui faisaient des stages soit dans le service financier, soit dans le service transport, soit dans l'un de mes services. C'est lui qui a commencé à me donner les vrais bons de commande, c'est-à-dire 10 millions en montant. C'est M. Njambo. Et c'est ça qui me permet, moi, de développer ma structure. Et par la suite, il nous fait davantage confiance et nous confie l'organisation de la fête des lauréats que nous organisons depuis 6 ans. Vous voyez la dimension qu'elle a prise. Toujours dans l'optique de joindre la théorie à la pratique, Louis-Marie Njambo a créé un centre de santé universitaire qui dispose d'un bloc opératoire et autres. Ce centre est ouvert aux étudiants et aussi au public. Comme avec la mise sur pied de cette formation hospitalière pour les sciences d'application des filières paramédicales, une station radio a vu le jour en 2016, La Voix du Golfe. Émettant sur la 94.7, cette radio est décrite par son promoteur comme un centre d'application pour les filières communication. À travers les 3 campus de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, les 4 compétents sont mis chaque année sur le marché de l'emploi. Leurs expériences sont appréciées et magnifiées aux 4 coins du monde dans les entreprises, ce qui rehausse le flambeau de l'enseignement supérieur au Cameroun. En 2016, le magazine Forbes classe l'IUG comme la première école de commerce et de gestion en Afrique centrale, une preuve du bon système de management mis en place par son promoteur. C'était quelqu'un qui était d'abord très cultivé, c'est-à-dire qu'il lisait beaucoup, certainement. Et il avait les techniques de management, les techniques modernes de management. C'est ça qui me pâtait en lui. Il avait les techniques modernes de management. Tel qu'il gérait l'institution, vous avez constaté, même pendant les assemblées générales, il ne montrait pas que c'était lui le patron de l'institut. Il nous faisait croire à nous tous que cet établissement, cet institut vous appartient à vous là. Vous appartient à nous tous. Vous voyez, c'est vraiment une technique moderne. Vous voyez, quelqu'un qui a mis de son argent, qui a créé son établissement, mais qui se fond dans la foule en vous faisant penser que c'est vous qui êtes les responsables. Vraiment, ça, c'est ça qui nous a épatés. Il avait un management basé sur la compétence. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de patron qui repose sa force sur la tribu, le village ou la famille. Il avait l'habitude de me dire, mes frères, c'est ceux qui sont compétents. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans son institution les ressortissants de toutes les tribus, en qui il avait pleinement confiance. C'est important. En 2017, Louis-Marie Njambo va ajouter une corde à son art avec la création d'une antenne de l'IUG à Banka, dans le département du Haut-Kam, région de l'Ouest, pour faciliter la formation des jeunes de cette localité qu'il a vu naître. Et l'autorité administrative ne peut que féliciter cette œuvre. Il a œuvré énormément pour l'éducation des jeunes de la localité. Des sources me rapportent qu'il arrivait des moments que même à l'établissement, quand il faut mettre les enfants dehors pour la pension, il sortait de l'argent de sa poche et même parfois, dès qu'on lui dit celui-ci il est insolvable, de peut-être 100 000, il dit bon, enlevez un peu 50 000, qu'il paye 50 000. Le parent se bat à payer 50 000 francs. À part cette institution bâtie à Banka, Louis-Marie Njambo participe aussi activement à toutes les activités de développement de la commune de Banka. Je me souviens de ses dernières contributions pour le développement de notre commune. Il y a moins de cela 2 mois, quand j'ai lancé l'initiative de l'éclairage public de la ville de Banka. Banka, l'initiative porte le nom de Banka Lumière. Et une fois le président Louis-Marie Njambo interpellé, aussitôt il a apporté une contribution modeste, je peux dire, pour que ce projet puisse marcher. Et les 100 premiers lampadaires que nous avons installés dans la ville de Banka, la contribution du président Louis-Marie Njambo y figurait. Donc,
Au-delà de ça, le président Louis-Marie Ndiambo également a contribué dans d'autres différentes activités, que ce soit les activités de développement des infrastructures routières, que ce soit les activités de développement de l'éducation, parce qu'ils sont nombreux des filles et des fils de la commune de Banka qui aujourd'hui ont bénéficié de l'encadrement et du soutien financier du président Louis-Marie Ndiambo pour obtenir leurs différents diplômes aujourd'hui. Il faut le savoir, il n'y a rien qui dépasse l'éducation qu'on donne à un enfant. Je pense, partie de cela, Louis-Marie Ndiambo, je pense qu'il aura tout apporté comme contribution au développement et au bien-être des populations de la commune de Banka. En tant qu'expert comptable, Louis-Marie Ndiambo est membre de l'ONECA, entendez, Ordre national des experts comptables du Cameroun, une organisation dans laquelle il donne tout pour son rayonnement. Sur le plan professionnel, il faut que je vous dise une chose, c'est que, à ce que je sache, il participait intégralement à toutes nos séances de formation. Il s'impliquait vraiment dans la vie de l'institution. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était en marge de l'institution. Étant un aîné, il avait bien compris qu'on avait besoin de son expérience pour bâtir l'ordre qui naissait. Et il faisait partie des pionniers au niveau de l'institution. Donc il participait à toutes les formations. C'est quelqu'un à qui on pouvait obtenir auprès de lui quelques conseils que ce soit, surtout de manière professionnelle, parce qu'il était constamment sur le terrain. Et au point où on se demandait comment est-ce qu'il faisait pour joindre les deux bouts avec le centre de formation là-bas et puis le cabinet. Et d'ailleurs, quand vous voyez le sigle du cabinet ACF, ça vous dit audit, contrôle et puis formation. Donc vous savez qu'il avait vraiment intégré cette idée de formation, de former les jeunes. Son humilité est aujourd'hui comme un cas d'école pour ceux qui l'ont côtoyé. On a beaucoup appris de lui. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent dans ta poche, tu dors sans manger. Tu peux avoir l'argent dans ta poche, mais tu penses à tes collaborateurs. Tu penses à ceux qui ont un salaire à toucher à la fin du mois. Donc, son humanisme le poussait à aller vers n'importe quelle couche dans notre institution. Il allait vers les chauffeurs, s'asseoir, causer, manger même un planteur rôti avec toi, revenir causer avec le top management comme il a causé avec les chauffeurs. Donc il connaissait tout le monde, il t'appelait par le nom. Bon, cela a fait en sorte qu'il comprenait rapidement le problème de tout le monde. Et quand tu revenais pour lui dire que l'enfant est malade, il comprenait mieux que quiconque. Il ne perdait pas le temps pour interpréter ce que c'est que la maladie d'un enfant. Parfois, il rendait visite à tous les collaborateurs. Je ne peux pas compter combien de fois il venait à la maison, sympathiser pour les malheurs, etc. Il connaît mon village, il connaît tous mes parents qui sont morts. Il s'en est occupé comme si c'était le sien. Ce monsieur, la leçon que j'ai retenue de lui, c'est cette leçon d'humilité. Il ne faisait pas de différence entre un enfant, un riche ou un pauvre. Si vous l'appelez, c'est ici qu'on a réservé votre place. Non, il n'a pas de problème. Il s'assoit. Et c'est après que les gens vont venir. Non, non, il vous dit non, 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 c'est ma place. Donc, c'est cette leçon que je garde de lui. Cet homme était l'incarnation de l'humilité, de la simplicité, qui a peut-être compris que tout est vanité. Donc c'est la plus belle leçon que je retiens de lui. Et pour illustrer cela, je vais vous citer des petites anecdotes. En 99, expert à l'époque, il roulait dans une Carine à 2. Pourtant, en tant que précurseur des IPES, donc des instituts privés d'enseignement supérieur, il commençait déjà à avoir un peu. Et il avait son cabinet d'expertise comptable, mais il roulait dans la Carine à 2. Il est allé à Ndokoti, il a créé, développé ESG qui est devenu un mastodonte, il a créé d'autres écoles. Il est resté dans sa Carine à 2. Et puis, quand on l'a un peu bousculé, il est passé dans sa petite Mercedes grise. Donc, il a voulu rester humain, il a voulu rester proche des gens, il a voulu rester... voilà. Donc,
c'est pas la force des choses qu'il a même acheté un Prado, parce que bon, pour des cérémonies officielles, des fois ça s'imposait. Mais en semaine, on connaissait Expert, il roulait dans sa petite voiture. Il allait manger, il mangeait avec ses collaborateurs, il était proche d'eux. Donc pour moi, la plus belle leçon, c'est l'humilité, la simplicité. Cette humilité qui caractérise Louis-Marie Ndiambou est considérée comme l'une des clés de son succès. Il s'est beaucoup sacrifié et ce qui a aidé à la mise en œuvre de l'œuvre même de cette institution, c'est parce qu'il est simple, il était à la limite sobre, quelqu'un qui n'aime pas le luxe, quelqu'un qui avait le sang du sacrifice, au point de ne pas penser à lui-même. Parce que pendant que nous on regardait les millions, lui il avait le souci de payer les gens, il avait le souci de faire avancer son œuvre. Il pouvait marcher avec une petite voiture banalisée, non climatisée, pendant des années. Au point où quand nous nous retrouvions dans nos multiples conseils d'administration que nous appelions à l'époque les états généraux, on le fustigeait, on le fusillait même avec... La réponse était avec le sourire que la rentrée, si je vais vous montrer que j'aurai une belle voiture qui ressemble à la voiture du président. Mais quand il le fait, on ne voit pas la voiture. On reprend chaque année. Donc vous voyez cette simplicité au point de ne pas penser à lui-même. Il n'aimait pas le luxe. Collègues, amis et connaissances décrivent le président Louis-Marie Ndiambou comme un travailleur acharné. Il est connu sur plusieurs facettes. En quelques mots, qu'est-ce que je peux dire? Il s'agit d'un perfectionniste. Monsieur Louis-Marie Ndiambou, c'était un véritable perfectionniste qui avait l'art de gérer les choses jusqu'au moindre détail. Et c'est pour ça qu'on pouvait avoir l'impression qu'il voulait tout faire. Quand bien même il déléguait, mais il était là pour regarder tous les détails parce qu'il tenait à ce que chaque chose soit faite avec toute la minutie qu'on peut imaginer. Cela faisait de lui un travailleur acharné et infatigable. J'ai dit un perfectionniste, j'ai dit un travailleur qui ne se lassait jamais. Donc pour lui, vivre et travailler se confondaient. Donc c'est quelqu'un qui, je ne sais pas s'il a pu se reposer. Et c'est ça qui était formidable chez le patron. C'est-à-dire que n'est jamais accepté de se reposer. C'est au moment que vous pensez que les choses sont... Le fruit est mûr. Vous pensez que monsieur le président pouvait vous reposer. Il dit que c'est maintenant que le travail commence. Il utilisait le mot, l'allégorie du prunier. Tu ne peux pas planter le prunier. Quand les pruniers, les fruits sont mûrs, tu abandonnes. C'est maintenant que tu vas travailler. Tu dois récolter. En même temps que tu manges ce qui est mûr, tu veilles à ce que ce qui n'est pas mûr soit mûr demain. Donc, nous sommes tous au travail. Et n'oubliez pas de dire jusqu'à ce que la mort nous demande de nous reposer. Par ses actions, sa dévotion et son abnégation au travail, Louis-Marie Ndiambou s'est évertué tout au long de sa vie à faire de l'éducation et de l'instruction des éléments fondamentaux de sa mission. Avec l'école, il aura nourri une relation inviolable, ineffable, quasi imperturbable. Ses réalisations parlent d'elles-mêmes. Avec près de 10 000 étudiants inscrits chaque année, 226 salles de cours, un amphithéâtre de 700 places, un corps constitué de plus de 650 enseignants, dont une centaine de professionnels et une cinquantaine d'enseignants permanents et plus de 254 et agents d'appui pour l'encadrement des étudiants et le suivi administratif, l'IUG est actuellement au firmament de ses multiples prouesses. Des journalistes de renom, marketeurs, infirmiers, électromécaniciens, techniciens de laboratoire, programmeurs ou encore chargés d'affaires sont tous passés par le moule de l'expertise du président Louis-Marie Ndiambou. Ces réalisations font pâlir d'envie un écosystème éducatif camerounais totalement tombé
flambé sous son charme. Si aujourd'hui, l'on désigne par LMD le système licence master doctorat, l'on pourrait également à bien des égards désigner cet homme providentiel qui répond à ce même acronyme. Louis-Marie Ndiambo. Une coïncidence? Certainement pas. Une évidence? Absolument, car l'affiliation du grand bâtisseur à l'école était écrite d'avance. Ce fut une alliance passionnelle, complètement fusionnelle. Dès l'enfance de LMD, on apercevait déjà les signes avant-coureurs de son ascension fulgurante. L'enfant est le père de l'homme, disait un poète anglais. Cette citation mythique aura traversé les âges pour être aussi vraie que nature, une fois appliquée à la trajectoire de Louis-Marie Ndiambo.